Salut, moi c'est Guillaume, ton hôte. Je suis gay et j'ai été très longtemps sexuellement bloqué. Ce podcast, c'est comme un guide. Chaque épisode t'aide à sortir du non-dit, à entendre tes désirs et donne des conseils pratiques pour ta vie sexuelle ou amoureuse. J'essaie de vivre de ce podcast, alors si tu aimes mon contenu, fais un don. Tape bit.ly/comment devenir dans ton navigateur. Tu auras aussi mon Instagram pour voir ma petite tête et les infos pour venir à une rencontre entre auditeurs dans ta ville. Allez, place à ton épisode, bonne écoute. Valentin. C'est moi. Troisième partie de ton témoignage autour du fist. Tu as 15 ans de fist. Tu nous as raconté dans les 2 premiers épisodes plein de choses, ton chemin, ta découverte du fist, comment petit à petit tu es rentré dans cette pratique, comment elle est aujourd'hui le centre de ta vie sexuelle, tu as dit. Dans le 2e épisode, on a aussi, et je trouve ça chouette, pu un peu donner des conseils de base, que toi, en tout cas, t'es pas médecin, moi non plus, ni thérapeute, mais 15 ans d'expérience te donne le droit de donner 2-3 clés, et c'est cool. Bon, s'il y a des gens qui ont écouté les 2 précédents épisodes, on est chaud bouillant pour savoir qui est Jean-Pierre. Qui est Jean-Pierre ? Parce que, en gros, il y a 6 mois, on a fait un pré-entretien. C'est rare qu'on a calé, il y a depuis très longtemps, ce rendez-vous. Oui. Et donc, je ne comprends plus la moitié de mes notes. Et à un moment donné, j'ai surligné, souligné, mis en gras méthode Jean-Pierre. Qui est Jean-Pierre ? Alors Jean-Pierre, je vais vous décevoir. En fait, Jean-Pierre, c'est un surnom que j'avais parce que je tenais une imitation pas trop mauvaise de Jean-Pierre Coff, qui était un animateur culinaire. Voilà, donc j'ai eu l'occasion dans mes différentes expériences professionnelles de travailler en restauration et on m'appelait Jean-Pierre parce que j'imitais Jean-Pierre Coff. Bah là, tu vas le faire. Alors non, je vais pas le faire pour paix à son âme, hein, maintenant que Il est décédé, donc oui. Tu te considères que c'est un manque de respect. Exactement, je ne le ferai plus. Mais par contre, c'est un surnom qui m'a collé pendant un petit bout de temps. Et pourquoi méthode Jean-Pierre ? Parce que, au travers des rencontres que j'ai pu faire au fil des années, je me suis rendu compte d'une chose, c'est que la chose primordiale qui va nous permettre, dans cette pratique, de prendre du plaisir, de passer du bon temps et puis de pouvoir explorer un peu nos capacités anales, ça va être d'être en confiance. Alors, j'ai cette chance, aussi par ma personnalité, d'être assez relativement facilement en confiance, de pouvoir échanger et rencontrer facilement des gens, mais c'est pas toujours le cas de la personne que je vais recevoir ou que je vais voir. Voilà. Et au fur et à mesure des années, en essayant certaines choses pour essayer de mettre mon partenaire en confiance, j'ai fait ma petite checklist ou plutôt ma petite méthode personnelle de on va se mettre en confiance, on va se mettre bien avant de pratiquer. Et puis finalement, on se rend compte d'une chose, c'est que oui, le sexe est un fait, c'est ce pourquoi on va se rencontrer. Mais avant tout, avant de rencontrer une personne qui va me fister ou que je vais fister ou vice-versa, je rencontre un être humain qui a des choses peut-être à dire, qui a une personnalité, des expériences. Est-ce que ce serait pas mal qu'on se pose un peu pour en parler avant ? Donc la méthode Jean-Pierre, en fait, c'est très simple, c'est où que je sois, quoi que je fasse chez moi, chez moi aussi je me déplace, je voyage, et que je reçois en tout cas, je prends toujours le temps de proposer, de se poser, ça peut être parfois 2 heures, 3 heures, ça peut être papoter, on prend le temps. Si c'est en soirée, de prévoir un petit buffet de choses à grignoter, une boisson, alcoolisée ou non alcoolisée, selon chacun. Et on se pose, c'est pas dans un contexte sexuel, et puis autour d'un verre, d'un morceau à grignoter, on papote. Déjà, ça permet de créer du lien, de connecter à l'autre. Tu poses des questions spécifiques ? Pas forcément, on parle de tout, et puis après, en vrai, c'est comme une conversation normale qu'on pourrait avoir avec quelqu'un qu'on rencontre une première fois, comme un date qu'on pourrait faire. Ouais. Mais tu t'intéresses pas à ce que la personne pense du fist, ses peurs, son expérience. On en parle quand même à un moment parce qu'on va venir à la pratique, mais très souvent, on a déjà eu l'occasion d'échanger autour de ça avant en virtuel, un minimum quand même, mais on peut y revenir et puis ça permet parfois de faire la transition entre un moment qui est purement un échange classique vers la pratique, quand on commence à évoquer la question en effet du fils, c'est aussi une façon de se mettre dans l'ambiance et de se chauffer en quelque sorte. Et cette méthode, développée par mes soins depuis quelques années maintenant, elle marche très très bien, elle s'exporte même très très bien. Non, attends, là je vais devoir gratter un peu. Il y a 0 méthode. Déjà, tu n'as pas fait l'imitation de Jean-Pierre. Oui, c'est vrai. C'est quoi, Coff ? Jean-Pierre Coff, ouais. Mais j'ai un souvenir, il est chauve, il a des lunettes. Exactement. Okay.
Et 2, non mais je te taquine un peu, mais en gros, t'es en train de me dire, tu parles aux gens avant de les fister. Ouais, mais ça, alors c'est fou de C'est le pas dire. une méthode. Non, mais c'est fou Il de me le faut dire. un peu une méthode, j'ai au moins 3 listes à puces. Petit D'accord, point. ok, ça marche. Là, tu m'as dit. Alors, en plus, je suis étonné parce que nourriture avant un feast, moi j'avais un peu l'imaginaire que faut forcément être à jeun Mhm. pour éviter tout accident. Donc, je vais pas grignoter avant que tu me fistes. C'est pas forcément vrai. Ah oui, j'imagine. Parce que Toi, tu fais un buffet. Ouais, après, ça peut être avant, pendant, après, peu importe. Hein, chacun se sert quand il a envie de se servir, j'ai envie de dire. Mais Il y a combien de personnes quand tu fistes? ça dépend. Ça peut être à 2, on peut être 6, on peut être. Ouais. Voilà. Ça peut être à 2, hein, ça, Mais ouais. sans aucun problème. Hein. Ouais. Mais buffet, j'aime bien Ouais. c'est ambitieux, c'est Ouais. généreux. Ouais, Très c'est ça. Ouais, Non, mais du coup, ta méthode, c'est juste discuter Oui. et essentiel pour mettre à l'aise. Oui, sauf que malheureusement, pourquoi est-ce qu'on est obligé de le dire? C'est parce que je trouve, hein, c'est ma perception, Ouais. finalement, c'est pas une norme. Hein. Moi, les quelques fois avant de mettre en place, où j'ai pu être reçu chez des personnes, c'est on va au fait, quoi. Non. Non. J'ai besoin d'être un peu en confiance, savoir à qui j'ai affaire, même un truc bête, mais de te voir, la personne mouvoir bouger dans son environnement, parler, changer un peu. Mais c'est tout bête, hein. Mais ça fait une différence. Je vais pas me mettre maintenant tout de suite à 4 pattes. Et c'est tragique, d'une certaine façon, de dire que, en fait, il faut presque évoquer cette notion de la méthode Jean-Pierre pour se rendre compte que finalement, c'est pas si naturel. En tout cas, moi, dans mes expériences, c'était pas naturel. Et puis, à un moment, désolé, mais si j'ai pas confiance en toi, ça va pas être possible. Ouais. Et là, ça rejoint un peu le sujet que moi j'abordais en intro, qui est la place du chemsex et de l'usage des drogues dans les témoignages que moi je reçois. Il y a une façon de pratiquer le fist où en fait les deux personnes sont déjà sous drogue, se retrouvent, donc en fait il n'y a pas de connexion. Mais moi j'avoue que je suis... je veux pas être jugeant. Et à la fois, me prendre un point d'un mec sous drogue. Donc en fait, du coup, sa capacité à entendre mon consentement, à stopper quand il faut, à être soigneux et tout. Bon, toutes les drogues ne te surexcitent pas, mais Bien quand sûr. même. Tout ça pour dire que on pourrait faire là le point drogue. Oui, en effet, alors c'est vrai que ce rapport à la consommation, alors moi je l'ai pas, je ne consomme pas. J'ai eu l'occasion de pratiquer avec des gens qui consomment, qui avaient consommé au moment où on a pratiqué. Il y a 2 fois où ça s'est pas bien passé du tout et une fois où ça aurait pu être tragique, hein, littéralement. Hein, j'étais à 2 doigts d'appeler le SAMU. Hein, la personne ne réagissait plus. Voilà, c'était un moment où t'as pas. Je suis pas médecin réanimateur, je ne suis pas sauveteur. Quand ça arrive, c'est clairement pas l'ambiance dans laquelle on devrait être en réalité. Donc il y a une vraie, on se retrouve dans une posture où on ne devrait pas être en réalité. Et puis j'ai eu d'autres expériences avec des personnes qui étaient sous produits, qui se sont pas mal passées. Hein, ça c'était pas inintéressant, mais une chose est sûre, c'est que moi je ne peux pas, en tout cas c'est mon point de vue, je peux pas connecter avec eux, je ne comprends pas ce qu'ils vivent, je comprends pas ce qu'ils ressentent. Et personnellement, ça c'est un point de vue, c'est ma relation aussi aux produits de manière générale. Je veux pas y être confronté aujourd'hui, aussi de crainte d'y être incité et de normaliser les choses. Parce que je sais que j'ai un rapport au produit qui pourrait être destructeur. Parce que ça fait partie, j'ai une mécanique, un chemin à l'addiction qui est très facile. Ah, moi aussi, ouais. Donc clairement, il vaut mieux pas que je m'expose à ça. Ce qui est sûr, en tout cas, pour moi, c'est que je ne dis pas qu'il faut le faire ou pas le faire, c'est que le fist avec produit et le fist sans produit, pour toi, c'est pas la même chose. 2 pratiques différentes. Ouais. De toute façon, moi, sur l'usage des drogues, ce qui m'intéresse, c'est ton opinion et la mienne. C'est pas du tout, il y a pas de message de généralisation, bien sûr. c'est chacun son. Oui, en effet, ça n'est et que mon point de vue. Ouais. Et Et toi, en fait, tu dis, ça, c'est une barrière qui empêche de... Mais moi, je te rejoins à 100% là-dessus. Mais même moi, genre quelqu'un complètement bourré... Parfait, mais exactement. Après, si je peux avoir des rapports sexuels avec un mec un peu bourré, si moi-même je suis un peu bourré, mais du coup clairement il va pas forcément me pénétrer. Enfin, tous les trucs où en fait ça peut me faire mal, je n'y vais pas du tout. Quoi. Ouais. Mais oui, en fait, me faire sucer par un mec bourré, bon. Ouais, alors, Mais moi je suis intéressé, ça fait 15 ans que t'es dans le fist. Il y a des drogues depuis 15 ans?
Il y a toujours eu des drogues, hein, depuis toujours. Je trouve qu'il y a une proportion de pratiquants, mais c'est un point de vue personnel, alors je me trompe peut-être, mais il y a une proportion de pratiquants aujourd'hui sous produits qui est bien plus grande qu'il y a même il y a 5 ans. Alors, dans les consommateurs, il y a des gens qui maîtrisent parfaitement leur consommation, même si ça reste une consommation, qui sont des consommateurs ponctuels, qui le font de manière récréative de temps en temps, c'est maîtrisé, c'est contrôlé. Le problème de l'addiction, c'est qu'on est rarement très honnête par rapport à soi-même. C'est très compliqué de prendre du recul. Et il y a des gens qui se pensent être dans une zone où ils maîtrisent. Et en fait, déjà, ils maîtrisent plus totalement. Quand on commence à dire, ce que je vais faire, c'est que je vais plutôt réduire le nombre de sessions fist pour éviter d'être trop souvent en down ou en effet post-consommation. Mais par contre, la question dit pourquoi est-ce qu'on ferait pas plutôt une session de temps en temps sans produit ? Non, en vrai, c'est pas le produit le problème. Oui, c'est ton point de vue, mais c'est pas le mien. Il y a ça, et moi, ce que j'observe dans mon esprit addict, c'est qu'en fait, quand j'ai des chocs de vie, c'est là où en fait ça peut dérailler. Tu vois, complètement. En ce moment, mon copain est à l'hôpital, un décès, une rupture, une perte d'emploi. Parfait. En fait, c'est un choc tel pour moi, je parle de moi, Guillaume, de mon chemin de vie, que du coup, les endroits que je contrôlais, que je pensais contrôler, m'inondent parce qu'en fait, je suis en état de détresse et d'urgence totale. Et c'est vrai que mais l'addiction aux produits de manière générale est une question qui me fascine. Enfin, les produits de manière générale, la drogue me fascine, à la fois dans l'aspect chimique des choses, mais aussi dans l'aspect social, anthropologique, sociétal qu'on peut avoir par rapport au rapport aux produits. Et il est vrai qu'il y a un vrai risque, en tout cas, associé, et c'est la problématique du chemsex, c'est d'associer un produit à une pratique, à un environnement. On crée ce qu'on appelle le triptyque de l'addiction, hein, il est déterminé en psychologie. Ce risque-là, c'est que à partir du moment où tu veux te sevrer du produit, où tu veux prendre de la distance, tu dois aussi prendre de la distance avec la pratique, parce qu'elle est aussi accompagnée de personnes qui sont consommateurs. Et c'est horrible, c'est tragique. C'est-à-dire que tu te construis un milieu, faut pas que tu aies de problème d'attachement, etc., parce que là, ça va être encore plus compliqué. Donc, tout l'aspect prise en charge, accompagnement psychologique, il est primordial. Je crois que ce que tu dis, je suis pas sûr d'avoir bien compris, c'est que on se fait des potes. Exactement. Et que du coup, le moment où on veut arrêter la consommation, on perd aussi son milieu social. C'est ça, ou ses potes. En effet, si je prends l'exemple purement du fist, je consomme des produits en soirée fist avec des amis. Ouais. Le jour où ça commence à poser problème la consommation et que je souhaite y mettre un terme ou du moins gérer, systématiquement, quand je vais être confronté au milieu avec ses amis dans une soirée fist, c'est très compliqué de dire je consomme pas. D'une, parce que autour de toi, tu as d'autres consommateurs et puis tu es toi-même tenté. Donc ça veut dire que tu dois à la fois faire le deuil de l'usage de ton produit et quelque part faire le deuil d'une communauté. Oui. C'est horrible, c'est très difficile et c'est le vrai risque. Tu fais comment, toi, du coup ? Toi qui consomme pas ? Toi qui consomme pas, mais qui est dans la communauté fist, c'est qu'il existe des événements sans drogue. De moins en moins, où je les crée, simplement. Je me les organise. C'était une question que j'avais dans le descriptif de l'épisode. Ouais. C'était en épisode 2 que j'ai dit ça. Hein. Peut-être. Oui. J'ai dit qu'on mettait des liens et tout. Ouais. À plusieurs reprises, tu as parlé de quand j'initie des gens. Ouais. Est-ce que là, on parle de ton cercle intime ? Ouais. Ou est-ce qu'en fait, tu organises des événements ? Oh là là, j'ai du mal, je vais y arriver. Est-ce qu'on rajoute dans le descriptif de cet épisode un lien de tes événements C'est pas les événements publics, enfin, c'est quand je parle que ça m'arrive de faire des soirées privées chez moi, dire on est 5-6. C'est un groupe WhatsApp fist sans drogue, quoi. Ouais, c'est ça. En fait, ce qui est intéressant, c'est aussi de rencontrer des gens. Voilà, je rencontre quelqu'un au travers de Twitter, par exemple. On se rencontre, on pratique, c'est sympa et tout. Et puis, pourquoi pas le présenter à d'autres amis qui sont aussi des pratiquants, qui pratiquent sans produit. Puis à ce moment-là, ce qu'on fait, samedi soir, tu fais rien ce week-end, tu viens, on se fait une soirée, samedi soir, et puis voilà. Mais il y a des boucles comme ça à Paris. Il y a des boucles Partouze sans produit. Partouze bio. Partouze bio. Je ne suis pas de ces groupes. Ouais, ça existe. Je sais pas pourquoi je suis pas, mais. Écoute, maintenant je ne suis. Peut-être qu'il faut être ajouté par quelqu'un. Je pense, je pense. Mais en effet, il y a ces mouvements qui se mettent aussi en place de dire, les événements aujourd'hui en club, en tout cas pour les pratiques fist, il y a de la consommation. Et la consommation de produits, elle est visible, elle est sue. Et il y a certaines personnes pour qui,
c'est de plus en plus compliqué, t'es pas forcément à l'aise. Voilà pourquoi j'ai aussi il y a des mouvements de ce genre qui se mettent en place. Voilà aussi pourquoi moi je suis pas consommateur des ambiances club, etc. Il y a des festivals. Là, le week-end prochain, il y a un festival à Anvers, Fist, voilà, qui pendant tout un week-end dans un club, etc. Oui, il y a des consommateurs, mais en même temps, d'un point de vue purement performatif, hein, si tu veux enchaîner 3 soirs de suite de minuit à 6 heures du matin, des 3 jours de suite du Fist, bah c'est vrai que si t'es pas sous-produit et que t'as pas une pratique très régulière ou que t'es pas méga entraîné, hein, quelque part, c'est ça, bah ça marche pas. Je vais te raconter une histoire. J'adorerais courir un marathon. C'est pas un rêve auquel je m'accroche fondamentalement, mais j'adorerais courir un marathon. Malheureusement, j'aime pas courir. C'est un peu fou. Mais j'adorerais pour dire, j'ai arrivé, tu vois, au finish d'un marathon. Bah, y a 2 écoles. C'est soit je vais devoir me motiver et puis aller courir tous les matins, m'entraîner pour arriver peut-être un jour à aller faire un marathon. Je vais commencer par un semi ou 10 km, un semi, etc. Je vais aller progressivement. Soit bah, je m'entraîne un peu en dilettante et puis bah, je prends de l'EPO, je prends du dopage. Hein. Peut-être que oui, j'aurais plus de chances d'y arriver. Bah, c'est cette même logique. Dire que bah, c'est soit tu vas t'aider avec de la chimie parce que ça te permet de pouvoir atteindre cet aspect performatif. Oui, donc la dilatation des 8 cm, il y a des gens qui prennent de la chimie pour, s'ouvrir. Pour se faciliter le travail, pour se détendre. Et je peux le comprendre. Et c'est aussi, je trouve, un piège de l'exposition à des réseaux sociaux. Le fait d'avoir des vidéos aujourd'hui très accessibles de filles où tu vois des gens qui se prennent 3 mains dans le cul. Comme toi ? Oui, alors malgré tout, on y partit d'une certaine façon. Bah, quand toi, tu es jeune ou débutant et que tu regardes ça, tu dis waouh, c'est fou. Bah, et puis derrière, il y a 15 ans de pratique régulière, 15 ans aussi de travail, pas que physique, de rencontres, d'achat, des jouets aujourd'hui, enfin, des jouets sur des gros diamètres, c'est 300 €. Faut avoir le pouvoir d'achat pour le faire, pour pouvoir aussi, voilà, pratiquer. Il y a tout un ensemble. Et je comprends que tu as envie d'atteindre ça. Mais je suis pas sûr que de passer par, initialement, en tout cas, de commencer sous produit, ça soit une bonne chose. Après, certains, ils viennent plus sur le tard pour aussi... je continue mon analogie avec mon marathon. Tu es coureur de marathon, voilà, tu as couru plusieurs marathons et tu vas aller faire un ultra trail, 80 km dans la montagne, tralala. Mais c'est une histoire vraie, t'as vraiment envie de faire un marathon ou pas ? Bah, en vrai, si j'avais un des grands accomplissements de ma vie, ça pourrait être de courir un marathon. Oui, et c'est vrai que tu n'aimes pas courir ? J'aime pas courir. Ah oui. Voilà, donc c'est très compliqué. Mais voilà, je suis coureur de marathon, je suis marathonien, j'en ai couru quelques-uns, voilà. Et demain, je vais faire un ultra trail. Bah oui, en effet, entre 47 km et 80, il y a une différence. Avec un dénivelé, etc., etc. Bah peut-être que oui, si je prends un petit peu de prod pour m'aider à compenser, ça pourra m'aider. Et c'est ce qui peut arriver aussi avec le Fist. J'ai des années de pratique, et puis sans produit. Et puis, de temps en temps, parce que j'ai une grosse soirée, parce que voilà, c'est un événement, bah, je vais prendre un peu pour m'aider à tenir la distance. Voilà. C'est peut-être moins dangereux, j'en conviens, parce que tu n'as pas le même rapport à la pratique et au produit, mais malgré tout, le côté très insidieux de la consommation reste là quand même. C'est mon point de vue. Ouais, parce que ces drogues-là sont faites aussi pour nous niquer le cerveau. Moi, le truc sur lequel j'ai zéro concession, c'est que le truc est designé pour te rendre complètement addict. Et ça, bien sûr. J'ai pas de... Et puis, un bon consommateur, c'est un consommateur qui ne reste pas trop longtemps sur ce produit, qui va compléter. Dire qu'aujourd'hui, il y a des petits chimistes, des petits consommateurs qui vont prendre tel produit parce que ça a un effet anesthésiant, celui-ci parce qu'il va avoir un effet boostant, on va les compenser, comme ça permet d'avoir des remontées et des descenentes pas trop hard sur le coup, et puis de pouvoir faire, garder les choses stables le plus longtemps possible. Ça devient très dangereux, hein, quand on commence à calculer, alors il y a 20 minutes j'ai pris ça, dans 20 minutes je peux prendre ça, on n'est plus dans la pratique, on est dans l'aspect pharmaco ou chimique de la consommation, quoi. Mais je pense que je devrais dire 2 choses. La première, c'est que moi je continue à réfléchir comment sur ce podcast on peut parler de drogue, de sexe et de drogue, de chemsex, etc. Parce que je sais que moi je suis incompétent, donc quelle voix je fais intervenir, etc. Je crois que la deuxième chose que je dois dire, c'est que moi dans ma famille, il y a une épidémie d'addiction et qu'en fait moi ce sujet-là, parce qu'en fait j'ai vachement à cœur, j'ai un entourage qui me dit attention, faut pas shamer, faut pas juste dire drogue égale mort, etc. Oui, non, mais c'est un raccourci qui est rapide, mais qui n'est pas forcément vrai. Exactement. Et en fait, moi, je crois qu'il faut que je dise dès le début, moi, désolé, mais moi, dans mon chemin de vie,
j'ai une réaction tellement virulente que voilà, faut que je l'exprime pour après pouvoir. Mais c'est d'ailleurs pour ça qu'en fait, tu vois, sur le sujet du chemsex et tout, j'ai fait plusieurs épisodes avec des gens qui témoignent, mais j'ai pas encore fait, tu vois, des épisodes avec des experts, des médecins. C'est très très compliqué. Le rapport à l'addiction, il est différent. On n'a pas le même chemin. Moi, je sais que j'ai un rapport très très propice à l'addiction et c'est pour ça aussi que je me préserve en me tenant loin. J'ai été très longtemps fumeur, gros fumeur. Je commençais à fumer, j'avais 13-14 ans. Je fumais 2 paquets de cigarettes par jour. Je me relevais la nuit pour fumer. Et j'étais malgré tout dans cette situation à me dire non, mais je suis pas accro. Oui, tu te lèves, tu vas pisser à 4h du matin, tu peux pas aller te recoucher sans avoir au moins fumé une clope. C'est que tu as un rapport à la nicotine quand même particulier. C'est très insidieux, on ne se rend pas compte à quel point ça peut rentrer facilement dans nos têtes. L'alcool, j'ai un rapport qui est plutôt sain aujourd'hui avec l'alcool, même s'il est dans ma vie. Mais je sais que très vite, dans un moment où ça va pas, drame personnel ou situation compliquée, etc., c'est un très très bon partenaire sur le coup. En fait, c'en est pas un, c'est un piège. Peut-être l'addiction est l'une des addictions les plus compliquées à traiter. Ça reste l'alcool, parce qu'en plus, t'as un dealer à chaque coin de rue, c'est très très compliqué. Voilà c'est pourquoi. une drogue légalisée. Complètement, oui. Voilà pourquoi je préfère en tout cas moi m'en préserver. Tu fais pas, ouais. Et aussi que de dire que, attention, on est très souvent, malheureusement, pas honnête envers soi-même face à nos consommations. Et ça devient très vite dangereux parce que physiquement, ça peut mener à des situations. La mort, il y a des choses pires que la mort. Hein. La mort, malheureusement, pour celui qui est parti, tant pis pour lui. Ce qui est compliqué, c'est pour les autres. Mais ça peut, d'un point de vue social, vraiment désintégrer, disqualifier socialement, parce que ça mène aussi à des ruptures familiales, amoureuses, professionnelles. Ça peut aussi mener aussi vers le repli vers soi-même. Il y a quand même beaucoup de thématiques derrière ça qui sont quand même très très compliquées. Et voilà pourquoi il faut être conscient, en tout cas, des risques qu'on prend quand on consomme. Tu m'as dit, j'ai été fisté sur les 5 continents. Quasiment, ouais. Donc moi, dans mon intro... Non, pas vraiment. C'est pas vrai. Dans mon intro, j'allais sur quelques continents. Dans mon intro, j'allais le mettre en disant du coup, faut qu'on fasse un événement à Pointe-à-Pitre. Avec plaisir. En Guadeloupe. Un événement du coup Point-et-Pitre, donc ça veut dire fist. Et puis il y aura aussi des spectacles d'humour. D'accord. Des pitreries. Événement en Guadeloupe. Voilà, super. Tu as compris pourquoi ça n'était pas intégré dans mon intro. Ouais. Car c'est nul. Mais du coup, bien tenté. Du coup, ma question c'est, donc toi tu dis vraiment c'est un mode de vie aujourd'hui parce que notamment je peux voyager à plein d'événements. Mais donc si tous ces événements ont de la drogue, tu as à Anvers, tu y vas ? Non, j'y vais pas. Alors justement, je voyage. Comment tu choisis ? Je voyage pas pour les événements en particulier, sauf. L'avantage d'un événement, c'est qu'il va réunir dans un endroit un grand nombre de participants. Donc moi, si j'ai à déplacer dans un événement, je n'irai pas forcément en club, mais par contre, ça sera l'occasion de rencontrer, de faire des soirées privées, peut-être dans un endroit qu'on va louer, etc. Ah oui, du coup, parce qu'il y a plein de gens du FIS qui sont là, donc toi, tu seras pas au club, mais tu ouvres Grindr. Comment tu les trouves où ? Non, merci Twitter. Aujourd'hui, grâce à Twitter. Toi, t'es une star de Twitter, en fait. Je sais pas si je suis une star, j'aime pas l'idée de la starification. Tu sais qu'en vrai, je crois que je suis pas allé sur ton compte. C'est peut-être pas plus mal. Peut-être j'ai peur. Peut-être en fait, c'est un acte manqué réussi. Ouais, c'est peut-être pas plus mal en vrai. T'as combien de followers ? Je sais pas, 34 000, je crois, en ce moment. C'est une énorme star du FIS. Non, en vrai, il y a plein de pratiquants. Moi, j'aime pas l'idée de la starification parce qu'elle va créer quelque chose chez les gens de dire t'es pas accessible. Et c'est surtout pas l'idée que je donnais. J'aime pas le fait de dire j'osais pas te contacter parce que ceci, parce que cela. En fait, non, aucun problème. T'es à l'aise de dire où t'habites ? J'habite à Lille. Bon, du coup, les gens qui sont à Lille, ils peuvent aller dans le descriptif de cet épisode, cliquer sur ton lien Twitter. Mais partout dans le monde. Tes DM sont ouverts ? Mes DM sont ouverts, ouais, bien sûr, sans aucun problème. Ouais, non, mais le but, c'est pas d'être inaccessible, au contraire. Et pour t'aborder au mieux, parce que, donc, par exemple, moi, j'ai des gens qui m'abordent en faisant salut. Oui, alors, en effet. Et non, je suis là, non, les gars, genre, mais qu'est-ce que tu veux ? Enfin, malheureusement. C'est pas grave, pardon, j'ai l'air énervé, je suis pas énervé, mais moi, je sais pas quoi faire avec salut, donc je suis là, salut. Merci. Mais je comprends pas trop, enfin, genre. Donner un peu de contexte. Ouais, on parle de quoi ? C'est ça. En effet, je passe beaucoup de temps sur les réseaux sociaux, sur Twitter et autres. J'ai beaucoup de messages privés aussi. C'est juste pour dire salut. C'est possible que ça passe à la trappe. Franchement, il faut être honnête. Mais un petit message, juste donner du contexte en vrai. Je regarde tes vidéos, j'aime ça ou j'aimerais ça, ou je voulais comprendre. Poser une question. Au contraire, je vraiment fais tout ce que je peux pour répondre systématiquement. Ça me prend du temps, mais ça fait partie du jeu. Il y a des avantages à l'exposition. Ça permet de rencontrer des gens partout dans le monde, de connecter facilement parce que c'est aussi les communautés. Ça permet
Et des avantages aussi économiques, hein, en termes de partenariat, etc. Ah, tu t'es payé? Ça peut, ou c'est des avantages où t'offre des jouets. Les marques offrent des jouets. Ah pour oui, pouvoir, t'es un influenceur du ouais, Fist. c'est ça. Bah ouais, j'y avais pas pensé. Ouais. Ouais, ça, c'est un avantage. À un moment donné, tu m'as parlé de tes partenaires. Ouais. Tu les as rencontrés comme ça? Oui. Ouais. Ah, j'adore. Twitter. Tu les as rencontrés sur Twitter, c'est ça? Ouais. Je me souvenais. Tu es polyamoureux? Alors, la relation a récemment changé, mais oui, j'étais en relation polyamoureuse avec 2 partenaires qui pratiquent le fist et que j'ai rencontrés grâce à Twitter. Vous étiez en couple? Non, en relation polyamoureuse, on ne vivait pas ensemble à 3 et c'est des relations multiples. Ok. Des relations ouvertes avec d'autres personnes. Mais et c'est aujourd'hui? grâce à Twitter. Aujourd'hui, je suis célibataire. Ah. Ouais. Mais c'est très bien aussi. Ça va? Ouais, clairement. Mais Ok. y a un temps pour tout. Le but, c'est aussi parfois de s'arrêter au bon moment. C'est pas facile. Parfois, enfin, moi, j'ai pas forcément la meilleure vision des choses dans le moment où peut-être que je serais allé encore un peu plus loin, mais c'était peut-être pas la bonne chose. Donc finalement, c'est très bien que ça s'arrête. Et c'est pas pour autant que tu dois être fâché, pas pour autant que tout s'arrête, c'est pas pour autant que tu dois plus avoir de relation du tout avec la personne. C'est juste que, dans cette forme-là, elle n'existe plus. Ok, bah c'est pas grave, hein, la vie elle continue. Le but c'est aussi de pouvoir se revoir et que ça soit apaisé. Et ça peut, il y a pas d'enjeu dans le sens où on n'avait pas de bien en commun, il n'y a pas d'aspect pratico-pratique, on vivait chacun chez soi. Voilà, donc c'est très facile en réalité. C'est juste que dans cette forme-là, ça marche plus, ça fonctionne plus comme ça aujourd'hui. Bon, on verra si ça se réinvente autrement plus tard. Sur Twitter, tu deviens un personnage public où tu montes ta tête. Ouais. Il y a une sorte de coming out très similaire au mien d'ailleurs. Ouais. Tu vois, tous les deux on parle de sexe et d'une façon un peu à la marge quand même. On va quand même être honnête que nos 2 façons d'aborder ces sujets, c'est quand même à la marge, quoi. Pourquoi comment ça te nourrit? Pourquoi être sur Twitter? Au-delà des avantages financiers, des jouets, et puis de ces fistés que tu rencontres, pourquoi être cette personne publique, prendre le temps de répondre aux DM, pourquoi tu fais ça? Alors, initialement, j'ai commencé à poster parce que j'ai une excitation personnelle à m'exposer et à voir, en fait, au travers de l'écran, mon cul fisté, dilaté, godé. Donc, tout a commencé comme ça. J'ai commencé à poster les vidéos, initialement, pour l'excitation que ça me procure. C'était déjà le cas, épisode 1 de ton témoignage. Tu disais qu'adolescent, tu étais sur cam, tu faisais des cams. Exactement. Ça a toujours été chez toi. Ouais. Exhibitionnisme. Complètement. C'est le même principe. Ça permet de nourrir la pratique. C'est-à-dire que ça soit en live ou en vidéo postée, je vais pouvoir revenir dessus. Et puis, ça va participer aussi à l'excitation globale qui va me permettre de pouvoir rejouer ou, tu vois, voilà. Je trouve que c'est aussi une sexualité, pour moi, elle se nourrit, elle n'est pas juste on a une libido plus ou moins forte chez certains, mais j'ai pas juste attendu que ma libido se réveille pour avoir une excitation. C'est-à-dire que je la crée aussi, et je la crée aussi au travers d'un environnement de personnes, d'entourage, mais aussi du contenu, quoi. Et donc ça a commencé comme ça, et puis malgré tout il y a des retours qui sont positifs, donc pour son ego, pour soi aussi, pour sa confiance en soi, c'est quand même top de dire en fait tu peux exciter d'autres personnes, ce que tu fais peut plaire à d'autres, hein. Et c'est comme ça que ça se crée. Et après, en effet, pourquoi Twitter? Je suis venu sur Twitter il y a maintenant un paquet d'années, ça doit être 2016 je crois, peut-être 2017, hein. Moi j'ai jamais été trop Tumblr. Et quand Tumblr s'est un peu cassé la gueule, j'ai retrouvé plein de... C'est du coup le contenu pornographique avait été interdit sur Tumblr. J'ai retrouvé beaucoup de gens que moi je suivais sur d'autres plateformes, tous sur Twitter. Donc c'est un point d'ancrage, tout le monde est là, pratique. Ça m'évite d'avoir à aller sur de multiples sites et je peux continuer à échanger avec eux et aller regarder leurs expériences, leurs pratiques, leurs vidéos directement sur Twitter. Donc ça a commencé comme ça, et puis de ce fait, puisque moi ça faisait partie de mon excitation que de poster des vidéos, j'ai commencé à poster sur cette plateforme. En quoi tout ce processus te donne confiance? La confiance en toi, c'est la validation extérieure? Oui, d'une, il y a la validation extérieure. Que ton kink, il a le droit d'exister? En gros, je suis pas satisfait de ta réponse. En gros, tu es en train de me dire, moi, pourquoi je prends autant de temps pour répondre à chaque DM et à
incarner un personnage public. Oh, c'est parce que Tumblr s'est arrêté, tout le monde était sur Twitter. Non, il y a un truc. Il y a initialement, enfin d'abord, c'est l'excitation que ça me procure de me montrer. Ouais. Le fait d'être validé aussi par quelque part d'autres personnes de la communauté. Hein. Il y a aussi, alors, j'aime pas trop l'idée de communauté en tant que telle, mais le fait de se dire que ça peut exciter d'autres personnes. Et comme ça les excite, ça participe aussi à mon excitation. Ouais. Et puis, il y a aussi un côté... j'ai pas de visée d'évangélisation ou quoi que ce soit, mais aussi de montrer que finalement, moi je suis très à l'aise avec ma sexualité, elle n'est pas aussi hardcore, aussi dure que ce que tu pourrais penser. Donc il y a aussi un message derrière ça. Hein. C'est pas tout à fait vrai, parce que quand je t'ai dit je suis pas allé sur ton compte Twitter, tu m'as dit tant mieux. Tant mieux parce que quand tu pars de zéro, je suis peut-être pas forcément la bonne personne à aller voir dans un premier temps. Voilà. Mais c'est aussi expliquer que c'est aussi un côté performatif. Il y a aussi, on est un peu les athlètes, hein, d'une certaine façon. Alors, il y a un terme pour ça en anglais, c'est athlète. As pour le cul et la deuxième partie du mot athlète. Ça, très bien. Ça aurait dû être dans mon intro, je pense. Ouais. Bon. Je sais plus où je veux en venir. T'inquiète. Du coup, non, mais c'est ça. Toi, ce qui dans ce coming out public, dans ce fait à visage découvert, moi, je trouve que ça demande du courage. Ouais. Et toi, tu disais, comme un athlète, comme une performance, ça te nourrit. En parlant justement de coming out et de visage découvert, on peut avoir cette anecdote de maman. Oui. Parce que une de mes questions, c'était, puisque tu es publiquement fisté, que c'est quand même une marge kinky. Je crois que dans mon intro, quand je te disais que tu m'inspires, c'était vraiment pas je te léchais pas le cul. Bravo, bien placé. Mais c'est vrai, tu vois, je me dis, putain, j'ai vraiment apprécié le courage. Parce qu'en fait, moi, j'ai eu des échanges avec des acteurs porno, ils montrent pas leur visage, et ils sont là à incarner un truc, et je suis t'es quand même bien caché derrière ton truc, et chacun choisit pour bien sûr, complètement. Ce qu'il peut comme il peut, mais là, je vois que toi, tu as cette capacité à dire, ça c'est moi, et avec toutes les implications professionnelles, personnelles, etc. Donc avant qu'on parle du boulot et de la vie, maman. Comment tu en es arrivé à dire à maman ? Alors, c'est fait un peu par le hasard. À l'époque, j'étais déjà sur les réseaux et je ne montrais pas encore mon visage. Le visage est venu en 2019. J'ai commencé à montrer mon visage publiquement en 2019. Avant ça, j'ai habité chez mes parents, j'étais étudiant. Et donc j'étais étudiant l'année à l'université à Rennes, en Bretagne, et je revenais l'été chez mes parents. Et je bossais en restauration l'été. Donc je travaillais beaucoup, 2 heures en décalé, etc. Mais quand je retournais chez mes parents l'été, je ramenais mes jouets. Et je les rangeais dans la penderie, dans une boîte. Et chez mes parents, les parents ne rentraient pas dans la chambre des enfants. C'était votre espace, donc ça permettait d'avoir quand même malgré tout des choses, pas vues comme ça de tout le monde, mais j'avais moins de scrupules à cacher des jouets, par exemple, des sextoys. Donc je rentrais avec mes sextoys à chaque fois l'été, en Normandie, et un soir je jouais, j'ai remis dans ma boîte, mais j'ai pas fermé la boîte. Elle était dans la penderie. Et puis ma mère, pensant bien faire, sachant que je travaillais beaucoup, le pauvre, je vais lui ranger son linge dans la penderie. Sauf que dans la penderie, il y avait la boîte grande ouverte avec les jouets dedans. Alors c'est des diamètres qui étaient moindres par rapport à aujourd'hui, mais qui malgré tout étaient suffisants pour comprendre que j'avais pas fait c'était avant que je fasse mon coming out en plus, je pense, avec mes parents. Donc tu vois... surprise. Il se passe des choses, quoi. Et très bien. Donc, je rentre le soir, mes parents dorment, je vais pour jouer, je ma penderie, c'est bizarre. Je pensais pas l'avoir mise là, la boîte. Bon, très bien. Donc, je fais mon affaire, je me couche, et puis le lendemain matin, elle me dit, je me suis permise de ranger ton linge dans la penderie, alors, comme tu travailles beaucoup, t'as pas besoin de le faire, je l'ai fait pour toi. D'accord, ok. Et quelques jours plus tard, autour d'un café, cette question vient, Valentin, tu sais ce que c'est que le fist ? Voilà. Ah. Ouais. Donc, je comprends où on en vient, voilà. Et donc, oui, je sais ce que c'est que le fist. C'est-à-dire, je t'explique. En ce moment, je suis en train de lire, c'était l'époque des 50 nuances degrés, le livre. Et donc, il y a l'évocation vraiment d'une scène de fist dans 50 nuances degrés. Il dit, du coup, on s'est posé la question avec les infirmières au travail, tout ça, tralala. Du coup, alors, je te pose la question.
Ok, oui, je sais ce que c'est, je sais de quoi on parle, voilà, donc on a parlé, voilà, très, très ouverte, enfin, sans rentrer dans l'intimité de la pratique, hein, sans rentrer dans le fait de dire, oui, c'est mon truc, tralala, mais oui, on a pu en parler, dire, voilà, mais du coup, c'est risqué, oui, ben, ça peut, voilà. Mais ça a été un échange très, très facile, dans le sens où on rentre pas dans l'intimité. Ta maman est infirmière? Elle est aide-soignante. Ok. Ouais. Mais qu'est-ce que toi... Enfin, parce que moi, j'adore. Ouais. Qu'est-ce qu'elle est shoot. Enfin, je trouve que c'est vachement soigneux et intelligent. En gros, elle... Je trouve... Enfin, mais d'abord, qu'est-ce que toi, t'en penses? Moi, j'ai trouvé ça très bien parce que c'était pas... elle fait son rôle de maman Maman qui Valentin. s'inquiète et c'est normal. Oui. Elle fait son rôle de maman qui est là aussi pour prévenir des éventuels risques. Alors, ma mère, enfin, la question de la sexualité est quelque chose de très ouvert, donc ça facilite aussi les choses, mais elle veut pas rentrer dans le détail de quoi est composée ma sexualité. Je trouve ça très bien, parce qu'en effet, c'est mon intime que j'ai pas forcément envie de partager avec elle à ce moment-là. Et j'ai trouvé ça top. Je pense que ça l'a rassuré, et c'est vrai que c'est un sujet qu'on n'a jamais réévoqué. Alors, en effet, quand arrivé après le coming out, la relation polyamoureuse, tout ça, voilà, pour elle, c'était c'est possible, comment ça se passe, ça, c'est... Est-ce que tu lui as présenté tes deux... je lui ai présenté un des deux, ouais. Un des deux, mais en disant on est en polyamour. À l'époque, moi, j'avais qu'un seul partenaire, et mon partenaire avait un autre copain. Ah. Donc, plein de... c'est génial. Ça, c'est drôle. Ouais. Oui, mais parce que du coup, donc, de mon souvenir, épisode 2, tu dis que tes parents se sont séparés. Ouais, exactement. Mais du coup, je trouve qu'il y a quand même un accueil et une chaleur, parce que arrivé au moment où ton copain parle de son autre copain, c'est que du coup, soit ta maman pose des questions et s'intéresse, soit il y a un lien de confiance, parce qu'en fait, il n'avait pas besoin de dire qu'il avait un autre copain. Non, du tout, du tout. Et j'aime beaucoup maman Valentin. Mais c'est parce qu'en effet, il n'y a pas de tabou. Et qu'il n'y a pas de jugement. C'est-à-dire que, en vrai, si ça te va, si tu es heureux avec ça, très bien. Donc, ta famille et tes amis proches non fistés, FF. Ah, c'est ça, j'ai oublié de dire dans l'intro, je vais dire FF. FF, ouais. Fist fucking. Ouais. Oh, putain, Guillaume, nul. Je pense que c'est dans le b.a.-ba de genre... Ouais, mais c'est pas grave, on ne peut pas avoir tout le lexique. On peut pas tout. Puis de toute façon, tu es arrivé 20 minutes plus tôt. Ouais, donc je t'ai pris par surprise. Elle s'est arrêtée quand j'ai dû. C'est plutôt rare que je sois en avance, tu vois. Donc... non, t'inquiète. Tu viens spécialement de Lille. Ouais, mais je vais passer ma petite journée après, je vais me balader, c'est très bien. Cool. Je suis en vacances. Non, mais du coup, ce que je voulais dire, c'est... il y a une chaleur, il y a un truc qui fait que déjà tu te sens bien. Oui. Et dans ton environnement, mais ça, je trouve pour moi c'est essentiel. Oui, je suis d'accord. C'est mon opinion, c'est qu'à partir du moment où la mère, tu vois, la base, le fondamental accueille, ça ouvre d'autres chapitres. Et moi, j'aurais l'intuition que ça autorise aussi à montrer son visage et à assumer un monde qui est pas forcément accueillant. Et ma question, ça allait être, est-ce que tes amis non fistes, ils sont au courant que t'es acteur, tu te dirais acteur porno? Non, je suis pas acteur, mais non, ils sont pas créateurs de contenu porno. C'est ça. Non, ils sont pas au courant. Alors après, s'ils tombent dessus, si quelqu'un me reconnaît et que vous tombez sur mon contenu, on en parle, il y a aucun problème. Enfin, je ne crains pas le name shaming, je sais pas trop quoi. En vrai, je m'en fous parce que j'ai rien à perdre. On peut pas me licencier pour ça. J'ai pas ce droit à l'image, n'existe pas dans mon contrat. Je suis très en phase avec ce que je fais. Et si jamais vous me reconnaissez, mais avec plaisir, on en reparle. C'est arrivé une fois d'ailleurs qu'un ami de l'université me reconnaisse. Ouais. On en parle, il y a aucun souci. En vrai, s'il y a des questions, je vais y répondre. Je t'expliquais, c'est aucun problème avec ça. Mais en plus, parce que ça, c'est un peu moi ce que je me dis. Si tu écoutes mon contenu, c'est donc qu'à plusieurs reprises, il y avait ton consentement, parce qu'il y a le titre du podcast, puis il y a l'intitulé du titre de l'épisode, et après tu m'entends dire mes trucs, mais donc c'était que t'étais consentant. Lui, pour tomber sur une vidéo de fils de Valentin, c'est qu'il lui-même... Alors, c'était un peu de ma faute aussi, parce que j'avais créé un premier compte avec une adresse mail dont je m'étais servi 2-3 fois quand j'étais en recherche universitaire en Chine, et que du coup, le Twitter, lui, tiens, votre contact, un tel, c'est... Voilà. Et ça avait été problématique parce que là, en l'occurrence, je m'en étais servi pour transmettre des documents il y a quelques années avant ça à ma sœur. Et là, ok, stop. Donc, j'avais clôturé le compte et j'en ai rouvert un autre en prenant toutes les sécurités nécessaires, en ayant une identité purement propre à la pratique. Attention, les coordonnées qu'on transmet aux réseaux sociaux, ils vont après chercher les contacts en commun. Exactement. Très bon point. D'ailleurs, à mon avis, moi, je dois avoir un compte Twitter comme ça...
Tiens, tu me donnais. Ah, tu vois, bien regarder dans les paramètres de confidentialité comment est-ce qu'on peut me retrouver. Bien joué. Voilà. Je l'ai appris par De toute façon, moi, j'ai jamais créé du contenu porno, mais après, tu verrais que je consulte du porno. Ouais. Ce pote, il est hétéro? Oui, oui, oui. C'était quoi sa réaction? Alors, hétéro, maman gynécologue, papa médecin généraliste. Donc, il a eu très peur, en réalité, mais comment c'est possible, etc. Donc, enfin, il n'était pas dans le jugement, c'était pas négatif, mais il avait vraiment peur. Donc, on s'est posé, on a Donc, c'est un papoté. pote qui t'aime, qui dit je m'inquiète pour toi. Enfin, Ouais, c'est ça. moi, je me serais tu, comprenant que c'est ton intime, je me serais tu. En fait, il l'a fait en disant si moi je tombais dessus, peut-être que d'autres vont tomber dessus et ça peut être problématique. Et en effet, c'est là où il m'a rendu sérieux en disant je pense que malheureusement, je suis tombé. Ok, pas de problème. Donc on en a parlé. Voilà, fin de l'histoire, merci, au revoir. Mais le lien justement au visage, à l'image, je ne montrais pas mon visage jusqu'en 2019. Et un jour, je suis invité à un événement, donc un acteur porno français qui vit au Japon, qui s'appelle Axel Abyss, on peut le citer, voilà, il est public, qui pratique le fist, organise un gangbang fist à Paris, dans un club qui s'appelle le Keller, qui est à Paris, un club fist, où justement, pour sa production, il filme un gangbang, et du coup, il a besoin de personnes pour le fister. Et donc, on y est. Il me demande de venir. Je finis par. Parce que toi, t'es connu sur Twitter. Enfin, sur Twitter, il te suit. Exactement. On parlait. C'est très longtemps qu'on parlait déjà ensemble. On s'était jamais rencontrés. On avait fait des cams. Moi, je faisais des cams. Il faisait les cams aussi. Donc, on fait partie d'un milieu de 30, des mecs entre 30 et 35 ans qui pratiquent le fist en France, qui ont commencé à s'exposer tôt. Il n'y a pas des masses. Donc, en général, on sait très vite dire qui est qui, quoi. On fait des cams, c'est-à-dire toi, tu te dilates devant une caméra. Exactement. Puis lui aussi, il en fait de son côté. Il est sur les plateformes aussi comme moi. Donc, forcément, on est amené à parler de manière digitale, dématérialisée. Et donc, il organise ce gangbang à Paris, il me demande de venir. Moi, c'est compliqué parce que professionnellement, je travaille. J'ai une réunion importante le soir, c'est l'après-midi. Il faut que je prenne des heures. Enfin, finalement, j'intervenais après le soir à la mairie de Lille. J'avais du lubrifiant sur les bras, sur les chaussures. Enfin, là, c'était. Voilà. 2 heures avant, j'avais 2 mains dans un cul. Et 2 heures après, je parle de politique, de stratégie, d'accès aux droits pour les personnes en situation de fragilité. Et voilà, tout le monde qui s'oppose. Et donc. Me voilà parti invité à ce gangbang. Et du coup, il propose, soit vous pouvez être à visage découvert, soit sinon, vous serez masqué. C'est vous qui choisissez. Et je me dis, mais est-ce que c'est pas le bon moment pour passer de l'autre côté? Et j'en parle à un ami commun, avec Axel Abyss, qui est une personne qui a une 40aine d'années, qui, lui, vit sa vie fiste très, très ouvertement, très librement. Il le vit très librement. Et je pose la question, qu'est-ce que t'en penses? Il me dit, mais cette décision, elle ne dépend que de toi. À partir du moment où toi, tu te sens à l'aise pour en parler aux personnes qui sont chères pour toi, sans que ça te pose problème, dis, mais imagine-toi la situation où ta maman est pleurée dans un dimanche, dans un repas du dimanche midi autour du poulet, découvre que tu pratiques et que ça lui fait peur, qu'est-ce que tu lui dis? À partir du moment où tu es capable d'avoir cette discussion, tu peux te montrer. Et en effet, oui, je suis capable d'avoir cette discussion, l'ayant déjà partiellement eu. Donc, go, je montre mon visage. Ça a commencé comme ça en 2019. Voilà. T'as dit quoi? Voilà, petite histoire. Ouais. Ça nourrit de l'exhibitionnisme chez toi. Bien sûr. De la liberté de faire ce que tu veux avec tes cheveux. Complètement. Toi qui en possèdes. Ouais. De moins en moins, mais j'essaye de cacher. Non, c'est un compliment. Moi, j'ai une calvitie, mais toi pas. Ah, ça dépend, c'est parce que avec le temps, j'apprends. Ah, excuse-moi. Ouais, non, mais ça va, c'est stabilisé. Faut jamais parler de cheveux à un homme. Non. En plus, j'ai pas de complexe j'ai pas de complexe avec grand chose, donc ça va. Je peux déraper, ok. J'ai envie de savoir le reste de ta sexualité. J'ai envie de savoir, mais du coup, je vais le tourner en opinion. Ça marche, ouais. Je vais dire, bon, on est dilaté. Alors, il y a quelques années, on était à 8 cm. Enfin, au tout début, on était à 8 cm. Aujourd'hui, on est à combien? 12,5. 12,5. Pour la référence, c'est le diamètre d'un CD-ROM des DVD. La référence d'image. S'il y a des gens qui n'avaient pas écouté les parties précédentes, bon courage. Ils ont tort. Mais du coup, ils n'ont pas entendu dans mon intro cette personne qui te suit sur Twitter qui m'a dit ce matin, ce mec pour moi c'est un super héros du boule, il a le cul le plus large de la planète, il fait ça sans drogue, je suis impressionné. Rapport avec le CD-ROM. Exactement. Ouais, mais du coup, on va s'ennuyer. Mon opinion, c'est bon, est-ce que déjà je peux aller au-delà du CD-ROM?
Est-ce que genre le DVD Blu-ray est légèrement plus large? Je sais pas. Il y a un moment donné, je suis limité Oui, par bien mon sûr, corps. Et puis, non, mais en fait, elle est bête, mon opinion, parce qu'en fait, c'est comme si tu me disais, bon, bah, sodomie, un peu flemme. Bah non, en fait, je peux la pratiquer régulièrement et pas avoir la flemme. Ouais. Bon, en fait, c'est un peu nul, mon opinion, mais je crois que ma question, c'est, moi, je suis tellement curieux de plein d'angles de la sexualité, et ma personnalité, bon, en fait, c'est ça, le truc, c'est que ma personnalité, moi, c'est, j'ai envie, tu vois, d'explorer tout un tas de trucs. Toi, ta personnalité, c'est plus aller en profondeur et être heureux, tu vois, c'est ça, dans un espace. Ouais, c'est ça. Donc toi, en fait, le tantrisme, le BDSM, enfin, non. Non. Et genre dans tes relations sexuelles, donc c'est pas un trouble dans tes relations polyamoureuses. Ouais. C'est comme ça que tu le dis, ouais. Le sexe était forcément du fist. Ouais. Ok, ouais. Ouais. Bah oui. Et ok, voilà. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est en fait. Et on s'ennuie pas, et le Non. temps passe, Du tout, parce que il y a plusieurs choses à la fois. Donc en effet, chaque partenaire est différent. Un même partenaire peut avoir à différents moments différentes envies. Tout peut être excitant, le contexte, la situation, le moment. Les sensations aussi purement du corps, elles évoluent. Hein. Mes sensations aujourd'hui, elles sont pas les mêmes qu'il y a 5 ans. Elles sont différentes. Tout à l'heure, je disais, je prends plus de plaisir aujourd'hui avec une sodomie qu'il y a 10 ans. Aujourd'hui, la réaction de mon corps par rapport à la sodomie, elle est vraiment, c'est très très bon. Alors que pourtant, mon corps est, c'est un peu contre-intuitif peut-être de le dire, mais je suis plus ouvert aujourd'hui qu'il y a 10 ans. Mais pour moi, je prends plus de plaisir aujourd'hui avec une pénétration avec un pénis que tu sais pourquoi? Je pense que c'est un ensemble de choses. Aussi avec le travail, on développe aussi les sensibilités de l'anus, de l'intérieur, parce que c'est sollicité. Donc des sensibilités qui sont intéressantes, qui peuvent être intenses, qu'on peut avoir envie parfois qu'elles soient intenses, puis d'autres moments on n'a pas envie qu'elles soient intenses, on a envie de quelque chose d'assez doux. Ça marche très bien. Ça permet aussi de laisser la place à plein d'autres pratiques associées, on va dire, au fist fucking. Le godage, quelque chose. Mon péché mignon, alors c'est hardcore, hein, c'est là où... On est à la fin du 3e épisode, on a perdu... Non, en vrai, mes podcasts sont assez écoutés jusqu'au bout, mais là, on a les hardcore avec nous, tu peux y aller. Ouais, le hardcore, par exemple, j'adore le fait qu'un homme puisse se masturber dans mon cul. Donc, il met son pénis et sa main et se masturbe. Ça, c'est un gros péché mignon. Ça peut me rendre fou, littéralement. Donc, donc ça permet aussi d'autres pratiques, finalement. Donc, c'est jamais réellement sans fin. Et puis, moi, chez moi, en tout cas, chez moi, c'est viscéral. C'est-à-dire que mon corps, j'en ai besoin, mon corps le demande. Je me masturbe pas. C'est aussi une façon d'exprimer, de ressentir l'orgasme, de ressentir le plaisir. Mais mon corps le demande. Mais quand je dis mon corps le demande, je peux être en situation, par exemple, purement stressante ou pas d'ailleurs, dans un moment du quotidien classique, en train de faire mes courses au bureau, à boire un café en terrasse, par exemple, et d'avoir à un moment envie de cul, mais pas de cul simplement, d'avoir envie d'un jouet, d'une façon, de se jouer dans cette position-là, de cette façon-là. Ok, ouais, t'as des flashs. Exactement. Ouais. Et là, j'avoue que ça peut être compliqué de poursuivre une activité autre. Donc quand je suis en situation professionnelle, j'ai pas le choix, je dois faire ma journée, mais ma concentration, elle va être compliquée, quoi. Ouais. Parce que mais comme si on peut avoir envie de son partenaire, qu'on peut avoir envie de c'est ta sexualité, quoi. Exactement. Orgasme prostatique. Alors moi, je suis pas prostatique, hein, pour le coup. Donc mes orgasmes que je peux avoir, ils sont purement liés à la pratique anale. Ouais. Parce que ils sont pas encore publiés. Ah si, je viens de les publier là. Bon, le moment où on enregistre, c'est la semaine où sortent les épisodes sur l'orgasme prostatique versus l'orgasme anal. Et donc toi, te titiller cette petite noisette à 5 cm de l'anus, s'en fout. Je suis pas très réceptif. Ouais. Mais les orgasmes que je peux avoir dans la pratique fist, c'est vraiment lié à la stimulation de l'anus. Ok. Donc en général, on est plutôt là sur des sessions denses, intenses. C'est souvent là que ça se déclenche. Danse de salon, des super drôle. Non, danse en intensité. Avec un E. Ouais, exactement, avec un E. Super drôle, Guillaume, super. Ouais. Change rien. Après, le fist est une danse, pour moi aussi. Hein. Je trouve qu'il y a quelque chose un peu de l'ordre du ballet. Hein. Session danse, ça veut dire plusieurs heures. Versus petit fist du dimanche soir. Ouais, pas forcément, mais par contre, des sessions où on va aller très très vite sur de l'intense, où il n'y a pas trop de tours de chauffe,
Mais ça dépend aussi de l'état d'esprit. Il y a des jours où tu as envie d'un truc très calme, voilà, Ouais. tu as envie d'une petite balade du dimanche le long de la rivière. Et puis il y a d'autres jours où tu as envie ouais. c'est ça. D'autres jours où tu as envie d'aller faire de l'escalade après ta pitre, tu vois. Si jamais c'est 12 centimètres, moi, si je te pénètre, Ouais. il y a un peu ce préjugé qu'un anus très dilaté, pour moi qui te pénètre, du coup, je sens rien. Mhm. Et en plus, si je peux me masturber tout en... Bah, du coup, ça veut dire qu'en effet, si j'y ai pas ma main, ma bite, elle va pas toucher. Alors, l'expérience montre qu'en fait, que c'est aussi un préconçu. Préjugé, dans le sens où... alors, en effet... l'anus est moins dilaté, mais il reste quand même un état voilà, où il englobe le sexe. Et puis à l'intérieur, les muqueuses, elles sont là. Donc tu vas ressentir la pénétration. Si tu cherches un anus en effet parfaitement serré, bah, en effet, je ne vais pas te le promettre, je ne l'aurai pas. C'est vrai. Mais je pose la question dans le sens de dire, bah, si tu cherches un anus qui est parfaitement serré, malheureusement, si dans ta conception, est-ce que ton partenaire est en capacité de pouvoir t'accueillir c'est sans qu'il que n'est tu pas lui fasses dilaté. mal C'est ça. Et finalement, bah, en termes de plaisir, c'est pour que... soit... Ma question, elle était vraiment... elle était vraiment donc, je pense que cette histoire de j'aime un anus serré, ça fait plus... Je pense que ça, c'est un héritage de la culture hétéro-porno. Ouais, je suis d'accord. Qui raconte des trucs et je suis pas sûr que ça soit physiologiquement vrai, même si là je suis sûr qu'il y a des gens qui m'écoutent qui font ah ouais mais si moi je le sens de ouf. Soit Oui, bien c'est sûr. tous différents. Ma question c'était contrairement à l'imaginaire que je pourrais avoir quand je t'écoute avec un CD-ROM, avec un anus ouvert comme un CD-ROM, si quelqu'un te pénètre, il y a bien un toucher avec des muqueuses et il peut y avoir de la joie sodomite. Complètement. Enfin, en tout cas, les partenaires avec qui je pratique la sodomie ne se plaignent pas. Ouais, c'est ça. Personne ne se plaint. Ils se plaignent pas de ça. Non. Ils se plaignent d'autres choses, j'imagine. Peut-être. Tu as des défauts. J'ai forcément des défauts. Mais en tout cas, là-dessus, non, ils ne se plaignent pas. J'ai pas toujours les mots qu'il faut. Bravo. Pas de souci. Mais donc, oui, enfin, je ne pense pas que ce soit réellement un frein au plaisir de mon actif, quoi. De mon pénétrant, pardon. Bon, du coup, j'ai l'impression que là, je t'ai rajouté tout ce que je voulais dans l'épisode 3 qui a duré plus longtemps. Mais en vrai, on est aussi détendu. Carrément. Est-ce que tu as des choses à ajouter ? Est-ce qu'il y a des choses importantes que tu n'as pas pu dire ? Alors, là, une partie qu'on n'a pas pu évoquer, c'est toute la partie de je veux arriver au fist en tant que receveur. On a parlé du fister, on n'a pas parlé du fisté. Sans rentrer trop dans les détails, parce qu'en fait, c'est un sujet sur lequel on pourrait passer des heures et ça dépend aussi de chaque personne. Pour moi, là, ce qui est primordial, c'est de bien être en phase avec son vrai désir, dans le sens où qu'est-ce qui m'excite, l'image ou la réalisation ? Parce que beaucoup de personnes confondent un peu les deux. Ce que je vois m'excite, mais bah, moi, sur mon corps, j'ai pas de réelle excitation, je le ressens pas comme ça. Alors, je dis pas que c'est pas faisable, mais moi, ça, je sais pas faire. Je sais pas expliquer dans ce cadre-là. Je reprends l'idée de mon marathon. Bah, si tu t'entraînes pas, tu ne courras pas ton marathon. C'est pareil avec le fist. Et si t'aimes pas courir comme moi, bah, t'as plutôt pas intérêt à vouloir le faire. Oui, en gros, si t'es excité à l'idée d'être sur le podium, à la ligne d'arrivée, exactement. Et il n'y a rien d'autre dans ton envie, tu vas pas y arriver. Donc c'est bien être en phase avec... Tu peux te faire mal. C'est ça. Bien être en phase avec ce qu'on désire, parce que ça veut dire que bah, quand on me demande, souvent on me demande qu'est-ce que je dois faire, bah, moi je peux, en effet, techniquement je peux te dire ce qu'on doit faire, comment on évolue, te donner des conseils, jouer, lubrifiant, etc. Mais ça veut dire que tu vas devoir t'investir en termes de temps, en termes de pratique, en termes d'argent aussi, malheureusement, enfin des jouets, du lubrifiant, voilà. Et puis il va falloir que tu le fasses, c'est pas juste le fait de les avoir, c'est-à-dire qu'il va falloir que tu le fasses, et puis c'est pas une fois tous les mois, c'est régulièrement, mais surtout, il faut que tu trouves ton plaisir, sinon ça n'a pas de sens. Donc bien être en phase avec son désir profond, est-ce que c'est l'image qui m'excite ou c'est finalement je ressens du plaisir aussi avec cette zone et que je veux exploiter, et puis de prendre le temps d'écouter son corps. Ce qui marche pour l'un ne marche pas pour l'autre, ça peut prendre plus de temps pour certains que pour d'autres. Il n'y a pas de course, il n'y a pas d'injonction à la performance, et c'est un peu parfois paradoxal de le dire parce que finalement le visuel, les vidéos montrent pas ça, mais il n'y a pas d'obligation à la performance, loin de là. Ce qui prime d'abord c'est le plaisir, et s'il n'y a pas de plaisir dans ce que tu fais, finalement tu le feras pas longtemps. Mais ça c'est un super beau conseil pour pour tout moment intime. Complètement. Cette injonction à la performance et tout, sachant qu'en fait le fist, il y a quand même cette frontière où
le moment où on voit les diamètres des jouets qu'on s'insère, il y a une forme de nombre de centimètres, donc un peu de performance, on peut glisser là-dedans. Oui, et tu rappelles bien, c'est cool. Je vais tester avec toi un nouveau truc. Ça marche. Mais possiblement, ça va pas marcher. Hein. Testons. On s'en fout. Mais ça fait plusieurs entretiens que quand j'arrête, les gens me disent « Ah, mais moi, j'avais des questions pour toi. » et Ok. tout. Donc, c'est pas... Genre, si tu n'as pas de questions pour moi, on s'en fout et on arrête là. Mais as-tu une question pour moi ou pas ? Oui, je peux avoir plein de questions. Qu'est-ce qui, aujourd'hui, hormis l'aspect texture du lubrifiant, est bloquant dans ce plaisir que tu pourrais avoir par rapport à la pratique Fist ? Ça va être un peu hardcore. Vas-y. Oui, mais à toi, j'ai pas de problème à le dire, mais du coup, je préviens les auditeurs qui peuvent couper s'ils préfèrent. C'est les petits morceaux de glaire ou de sang mélangé que j'avais sur les mains, et c'est pas gigantesque du tout. Mais j'ai trouvé que c'était dégueulasse. Ouais. En effet, c'est vrai qu'on reste sur un principe de mettre une main dans un anus qui peut potentiellement peut ne pas être parfaitement nickel. Il peut y avoir des glaires. Mais c'était pas des matières fécales. Non, bien sûr. Non, mais je crois que mon cerveau était aussi en mode merde. Est-ce qu'il y a un problème ? Est-ce que tout va bien ? C'était vraiment des petits morceaux. Il y avait pas de et puis genre on se checkait et tout allait bien. Ouais. Mais non, moi, mon excitation, elle est autour de, justement, tu vois, le massage. Je trouve ça vraiment trop cool. Ça, c'est trop je trouve que c'est un super bon premier pas pour être fisté. Parce que moi, j'ai été massé, tu vois, par quelqu'un qui pratique du fist, où j'ai vraiment senti la différence. Et j'ai vu que, genre, tous les autres à côté étaient, genre... un peu cette idée de vas-y, ça me saoule le préliminaire, et ou des gens qui savent pas bien, mais là quand quelqu'un sait bien te masser, un peu avec la technique de l'horloge, j'ai fait un épisode, je sais pas si je l'ai entendu. Et en fait, je me rends compte que c'était un massage très connecté à ça. Il allait à tous les endroits de mon anus, en faisant des ronds, en faisant des machins et tout. C'était trop ouf, et j'aime bien me sentir dilaté. Ça, je trouve que c'est chouette. Ok. Mais pour le moment... Mais je le redis, c'est vrai qu'en pratique en fist, on séduit l'anus. Et quand on le séduit, on prend le temps de montrer qu'on est gage de confiance, que je te donne du plaisir, c'est mon rôle. Et on ne peut pas, je pense, y couper. Oui, c'est nécessaire que de mettre en condition celui qui va recevoir. Ouais. Trop bien. Bon, les gens peuvent aller dans le descriptif de l'épisode pour avoir tous les liens que tu m'enverras ou qu'on discutera avant publication. Moi, j'ai l'intuition que tu vas revenir sur ce podcast. D'accord. Je pense que si tu le souhaitais, tu pourrais avoir le titre honorifique et bénévole de correspondant fist. D'accord. Écoute, avec plaisir. Non, mais en vrai. Ouais, carrément. Donc d'ailleurs, si les gens veulent poser des questions... sur le site du podcast, dont je donne l'adresse en intro, il y a sur la page témoigner, l'onglet témoigner, il y a poser sa question dans la hotline. Mais du coup, en fait, tu vois, il y a un petit formulaire qui permet facilement aux gens de poser les questions. Si des gens ont des questions pour toi, si t'es OK, ils remplissent. Et en gros, l'idée du format hotline, c'est que la personne pose la question, soit je la lis, soit c'est un message vocal, et toi, tu peux, en message vocal, répondre. Super. Je trouve que ça peut être sympa. Ouais, carrément. Trop bien. Parfait. Merci. Merci à toi. Merci pour cette belle invitation. Trop cool. Et à bientôt. À bientôt. Et c'est la fin de cet épisode. Il y a plus de 130 épisodes à découvrir sur ce podcast. Ça fait beaucoup, alors je t'ai rangé les épisodes par thème. Conseils sur la sodomie pour ne plus avoir mal ou comment bien faire son lavement. Le BDSM, la bisexualité, couple ouvert ou exclusif, le racisme, le polyamour, etc. etc. C'est génial et c'est sur le site du podcast. Tu tapes bit.ly/comment devenir dans ton navigateur. Ah, une dernière chose, ne t'en va pas, si tu aimes mon contenu et que tu veux que ça continue mais tu ne peux pas devenir un des 400 en me soutenant financièrement, tu peux m'aider en quelques clics. Écoute bien, il te suffit de cliquer sur s'abonner ou suivre sur la page du podcast dans ton app d'écoute et de mettre 5 étoiles.
Ces petits clics qui te prennent 5 secondes, ça fait vraiment une grosse différence pour le futur du podcast. L'algorithme se met à pousser automatiquement le podcast à plus de gens. Ça me permet alors de trouver les prochains témoignages et des potentiels futurs donateurs, donatrices. Et j'ai pas beaucoup de temps pour arriver à l'équilibre financier. Tant que j'ai pas trouvé 400 personnes qui donnent chaque mois, je dois utiliser mes économies et ça ne va pas pouvoir durer. D'ailleurs, pour devenir un ou une des 400 et faire un don pour que le podcast continue, va sur le site du podcast. C'est toujours le même lien, bit.ly/comment devenir. Merci pour ton aide et à très bientôt dans tes oreilles.